intéressant, tu en as parlé, puis je vais t'amener là. On va parler de l'échange d'Hobson, puis moi, tu vas voir, je vais t'amener un peu ailleurs dans la réflexion parce qu'il y a quelque chose dans cet échange-là qui me fascine. Mais je parlais de Patrick Roy. Tu arrives dans le poste, un entraîneur qui n'est pas nommé par le DG. Tu sais, au foot, dans la NFL, c'est toujours quelque chose qui stresse, mettons, les joueurs, tu sais, puis les coachs. Parce que souvent, ben, c'est un peu, tu sais, est-ce que ça va être le coach du nouveau DG? Comment ça a été les premières rencontres avec Patrick? Puis comment tu as vu ce défi-là d'hériter d'un entraîneur que tu n'avais pas choisi? Mais premièrement, Patrick, je le connaissais nullement. Tout le monde pense qu'on se connaissait parce qu'on est deux Québécois. Ouais. La seule fois que j'ai parlé avec Patrick dans ma vie, c'est l'année passée à Tampa. La façon où quand l'autre équipe marche vers leur autobus après le match, nos autos sont stationnés à côté de l'autobus. Donc, je marchais, puis comme raison, chez qui il est, il sait, il me connaît parce que j'ai joué à Montréal, puis dernièrement, en ayant gagné à Tampa, notre nom était dans les médias. Fait qu'on s'est jasé 5 minutes, là, genre, hey, mais tu sais, vraiment, ça va, ouais, comment va la saison, rien de plus. Puis quand j'ai été nommé le vendredi, c'est la première fois que j'ai eu son numéro de téléphone. Puis je l'ai appelé, puis j'ai dit, lui, il est à Québec. J'ai dit, hey, pourquoi on se rencontre pas à Montréal le dimanche? Puis moi, j'ai appelé, j'ai parlé aux joueurs. Il va commencer avec le coach. J'ai appelé, tu sais, j'ai fait mon due diligence. J'ai appelé, peu importe ce qui s'était passé au Colorado. Tu sais, j'ai appelé le DG au Colorado, puis Joe Sakic, puis toutes sortes de personnes qui ont travaillé avec lui, qui ont joué pour lui. Je veux dire, j'ai passé 3 jours à juste faire ça. On s'est rencontrés pendant 5 heures de temps à Montréal. Puis on était au KEG, au Carrefour Laval. Au Carrefour Laval? Oui, mais j'étais chez mes... J'étais allé chez ma mère à Montréal, à Ville-Saint-Laurent, puis lui, il arrivait de Québec, donc c'est facile par la 640. Puis c'était un dimanche soir, je dis, on va aller au restaurant, personne ne va nous reconnaître, Patrick. Mais tu sais, on cachait rien, là. Lui, il était sous contrat, puis on a passé un bon 5 heures ensemble. Je suis reparti, j'ai continué d'autres appels, puis je l'ai appelé, je pense, le mardi, tout de suite après. Je lui ai dit à Patrick, je veux qu'on travaille ensemble. Puis on est parti comme ça, puis ça va extrêmement bien. Tu sais, je voulais entendre sa vision, je voulais entendre ce qui s'était passé avant, je voulais entendre ce qui s'était passé la dernière saison, parce que l'équipe n'avait pas fait les séries, puis ils ont dégringolé à la fin. Sa vision du hockey, j'expliquais ma vision de comment j'aime travailler, comment j'aime les relations avec les joueurs, ces choses-là. Puis, honnêtement, ça va super bien. On se parle pratiquement à tous les jours. Pour une raison, quand même, les journées de congé, on va être au téléphone, on va parler de l'équipe. Donc, on a une très belle complicité, puis les choses vont bien pour l'instant. Ouais. Ben, c'était vraiment intéressant, puis je trouve ça cool de voir que tu as comme pris vraiment le temps de faire ta vérification diligente, tu sais, puis de passer du temps avec. Des fois, tu vois des DG ou des personnes qui arrivent en poste avec leur idée, OK, je vais amener ma personne, je vais amener mon gars, tu sais, je vais amener mon équipe, puis de voir que tu avais cette ouverture, c'est cool, là. Parce que tu vas trouver ça drôle, Sacha, pour le vrai, là. Il n'y a pas une fois dans ma tête, là, puis autant, tu sais, j'ai grandi fan des Canadiens, mais c'est drôle, c'est comme... Quand la saison a commencé, quelqu'un m'a demandé « Hey, ça devait être cool de travailler avec Patrick Roy », puis ça m'a jamais passé par la tête de dire que c'est Patrick Roy, le joueur. Ouais, je comprends. C'est drôle, parce que j'étais tellement focus sur... Tu sais, c'est ma première grosse décision. Quel coach qui va coacher l'équipe? Julien m'a tout le temps dit, là, quand tu as un job de GM, là, c'est... Ta relation avec le coach est importante. Si tu n'es pas sur la même page, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'était important pour moi de bien faire ma recherche sur qui était Patrick, puis de passer du temps avec lui. Comme je l'ai dit, on a passé 5 à 6 heures ensemble et tout ça. Puis fait que c'était important pour moi de faire ça. Puis il n'y a pas une fois... C'est drôle parce que j'ai été nommé. Là, le dimanche, on se pas ensemble. Fait que j'étais arrivé le samedi. Le dimanche midi, j'étais allé dîner avec mes gars puis ma mère. Puis on était où? Je pense qu'on était à Cage au Sport au 10-30, quelque chose comme ça, parce que je sais pas pourquoi ça arrive ça, les gars. Puis là, on dîne, puis il y a un des amis de mes gars qui est au resto, tu sais, il vient voir, « Hey Mathieu, félicitations », puis première chose qu'il me dit, « Hey, c'est cool, tu vas travailler avec Patrick Roy », tu sais, puis moi, ça me passait même pas par la tête, là, c'était comme... parce que la décision, pour moi, ma job, c'est d'avoir du succès avec les Islanders, fait que je vais pas engager quelqu'un parce que je suis un fan ou quoi que ce soit, là. Puis Patrick, si je peux rajouter sur Patrick... J'ai dit il y a quelques mois, moi, mon impression de Patrick de l'extérieur, là, c'était, tu sais, Patrick, là, c'est my way or the highway. Moi, je sais tout, je connais tout, tu sais, puis c'est un fonceur et tout, puis oui, c'est un fonceur. Ça m'a frappé comme à un million. C'est vraiment pas la perception que j'avais de l'extérieur, puis j'ai déjà dit, il dit, ouais, je sais, le monde pense ça de moi. Tu sais, moi, j'ai le temps pensé, là, que Patrick, lui, là, c'est, moi, je sais tout, vous savez rien, je me fous de tout le monde, je vais le faire à ma façon, puis c'est...
son humilité m'a frappé là, depuis que je travaille avec lui, qu'il demande tout le temps l'opinion. Même des fois, je lui dis, hey, c'est toi le coach. Mon opinion, c'est pas important. Moi, managers manage, coaches coach. Mais ça, c'est une chose que je dois admettre, là, que la perception que j'avais de Patrick, c'est pas le Patrick avec qui je travaille. Son humilité. Mais lui aussi, il s'est transformé avec les années. Parlons de Noah Dobson maintenant. Qu'est-ce qui te fascine, toi, Sacha? Moi, je trouvais ça gutsy, Mathieu. T'sais, pour toi, là, qui arrive dans le nouveau rôle, puis on va parler de votre situation. Je trouve vraiment fascinant la Islanders parce qu'une équipe qui choisit premier au total, tu associes à peut-être qu'ils vont faire une reconstruction. Mais ils n'ont pas fait ça, la Islanders. Puis, tu sais, c'est comme une décision, mais ça, on va y arriver plus tard. Mais tu arrives en poste, tu dis combine dans une semaine. Qu'est-ce qui a mené à votre décision interne de dire Noah Dobson, on l'échange? Bien, premièrement, j'avais 5 joueurs avec restriction avec droit à l'arbitrage. Puis ça, tu contrôles, tu fais tes études, puis on a un des avocats d'arbitrage que je te dirais que 20 à 22 équipes de la Ligue utilisent. C'est un Québécois, André Lapage avec BCF. André Lapage, ben oui. Il est exceptionnel. André, j'ai une très belle relation avec lui de mes années à Tampa. On s'est jamais rendu. Je me suis jamais rendu en arbitrage avec un joueur. Tu essaies de l'éviter, l'arbitrage. Oui. C'est pas un processus. J'ai parlé à André, voici mes joueurs. Donne-moi qu'est-ce que tu penses que des fois. Ce que moi, je recherche, qu'est-ce que tu as un comparable, mais lui, il y a les précédents des anciens cas d'arbitrage, puis les briefs qu'ils nous font, là, quand ils nous envoient, là, c'est des 60 pages, puis voici la jurisprudence de cet arbitre-là avait utilisé cette logique-là pour baser ça. Fait que, lui, il a cette expertise-là, fait que j'ai commencé à regarder les 5 cas. Puis Noah, honnêtement, c'est drôle, tu veux rire, là. Hier soir, on soupe au restaurant ici, puis j'ai croisé Noah Dobson à l'hôtel. Ben non! Oui, puis j'ai jasé 10 minutes. Il n'y a aucune amertume, honnêtement. Là, il n'y a eu aucune amertume. Moi, j'avais un prix que je pensais qui faisait du sens pour mon... Puis, peut-être que dans 3 ans, on va se dire, sais-tu quoi, j'aurais dû payer ce qu'il voulait. Moi, j'avais un prix que je considérais pour mon casse-tête à moi, mon casse-tête du plafond faisait du sens. Eux voyaient d'autres choses, puis... Écoute, j'aurais pu le garder pour 1 an. Là. Il me restait 1 an de... Ouais. J'aurais pu juste le qualifier, puis on va en arbitrage, puis je prends le award d'1 an, puis... Mais je voulais pas commencer à faire ça, parce que comment ça allait affecter l'équipe, puis après ça, est-ce que je perds de la valeur? C'est un petit peu dur de l'échanger. Donc, on a juste décidé, regardons les... Puis j'ai dit, moi, je le donne pas, là. C'est pas parce que... Non. On a vu un échange dernièrement que l'équipe avait les mains attachées puis ils n'ont pas eu autant de ce qu'ils ont voulu. Ça, le joueur est plus vieux. Là, j'avais un joueur de 25 ans que l'équipe contrôlait pour 1 an. Puis, donc, c'est tout ce qui est arrivé. Là. Puis l'agent, c'est Judd Moldover, que j'ai une super relation avec lui. On se parle régulièrement, même avant qu'on travaille sur le cas Dobson de mes années à Tampa. On s'entend super bien. Puis là, j'ai commencé à regarder les options. La seule affaire qui était compliquée un petit peu, c'est que je pouvais juste, pour avoir une pleine valeur, je pouvais juste l'échanger un endroit que lui était prêt à signer une extension à long terme. Fait que ça, c'est sûr que ça me limitait. Mais vu que je le contrôlais pour une autre année, il ne venait pas à Jean libre que, mais je peux attendre, puis tant pis, je le perds pour rien. Là, j'avais la seule partie qui me permettait d'être un petit peu plus agressif, c'est que, OK, si j'ai pas ce que je veux, tout bad, je le garde pour une autre année, puis vous viendrez le chercher l'année prochaine. Tu sais, au deadline de l'année d'avant, les Islanders pour Brock Nelson ont eu un choix de 1, puis Carl Ritchie, un très bon prospect. J'ai dit, j'aurais au minimum ça. Tu sais, si les offres sont pas à ce niveau-là. Donc, on a parlé avec plusieurs équipes, puis à la fin, c'était entre 2-3 équipes, incluant Montréal. Puis j'ai jasé beaucoup avec Kent, puis que ça s'est très bien passé avec le Canadien aussi. Puis c'est drôle parce que les échanges, le monde pense tout le temps que quand j'ai échangé, qu'on s'entendait pas ou on était fâchés, puis on s'est pas entendu sur un contrat, c'est tout. C'est de la business, là. Je souhaite du succès. Pas le premier match après la pause olympique parce qu'on joue à Montréal. Mais, tu sais, moi, j'ai eu... On cherche tout le temps un gagnant dans un échange. Est-ce que ça se peut que ce soit un win-win? Je pense à notre échange à Tampa avec Mikhail Sergachev à Utah. Ouais. Ils ont eu un excellent défenseur. Nous, on a eu J.J. Moser qui joue extrêmement bien cette année aussi. Puis un top prospect qu'on n'avait plus à Tampa. On avait un joueur qui coûtait 2-3 millions. Par rapport à un qui coûtait 8,5, ça nous a permis de ramener Ryan McDonough. Ça nous a permis de ramener d'autres joueurs pour améliorer notre équipe. Est-ce que le meilleur joueur était Sergachev? Oui. Mais
avec ce qu'on a pu combiner et aller chercher, on considère qu'on a une meilleure équipe. Puis Utah sont très contents, ils avaient besoin de ce défenseur-là. Donc, c'est la même chose ici. Les Canadiens, ils voulaient un défenseur droitier. L'âge entrait dans ce que les autres, dans leur fenêtre de où est-ce qu'ils sont. Puis moi, j'ai eu, sans faire un rebuild, parce que moi, je ne crois pas nécessairement au rebuild, burn it down to the ground, puis on repart à zéro. Mais je suis allé me chercher des atouts. C'était l'été passé, j'ai eu 3 choix de première ronde. Emil Heinemann, c'est un joueur qu'on appréciait beaucoup à Tampa. Je voulais au moins un joueur qui m'aide maintenant aussi. Puis j'ai renfloué ma banque d'espoir en 1 an. Tu sais, je pense que je peux pas dire que je crois aux rankings, parce que les rankings que le monde font, c'est basé sur des opinions sans connaître tous les joueurs, mais des fois, ça te donne une idée. On est passé genre de 31e dans la Ligue à 8e ou peu importe. Puis on est-tu 8, on est-tu 4, on est-tu 15? Ça, c'est complètement subjectif, dépendamment de ce que tu penses des prospects. Mais tu sais, je sens que j'ai des bons prospects qui s'en viennent. Donc, c'était ça la logique de l'échange. Puis j'imagine, moi, fan de hockey, c'est sûr que je suis pas dans les rencontres, mais j'adore la négo. Puis ce que Mathieu vient de dire, moi, j'abonde pleinement dans ce sens. Je trouve qu'en négo, puis je sais pas, Mathieu, ce que t'en penses, mais je trouve le processus de négociation est même plus important que le résultat lui-même. Puis en cas de Dobson, c'est un parfait exemple. Ils ont eu un processus, ils s'entendaient pas sur la valeur. La finalité, c'est qu'il est plus avec les Islanders, mais comme ils croisent le Dobson hier, il n'y a pas d'amertume. Mais non. Ça envoie un message le fun dans le vestiaire, qui a de dire, ça se peut qu'on s'entende pas sur les chiffres, mais le processus va être le fun. Ça, je trouve que ça envoie un message d'une organisation sportive que les gars vont avoir envie de jouer pour cette administration-là. Puis je le vis dans le foot, puis au hockey, c'est la même chose. Comme, je trouve que ce processus-là, il est important. Puis c'est correct de ne pas s'entendre sur les chiffres des fois. C'est correct. Puis regarde, Dobson a eu ce contrat qu'il voulait. Il est allé avec l'équipe qui était à l'aise de signer. Puis vous avez aussi eu Schaefer. J'imagine que le choix de Schaefer, Matt, avait beaucoup à faire avec ça aussi. T'sais, si vous n'aviez pas le choix, le premier choix... Bien, à ce moment-là, je savais que j'allais prendre Schaefer pas mal. Pour moi, c'était un no-brainer. Est-ce que je pensais qu'il allait être si bon, si vite que ça? Je serais menteur de dire ça. Il a joué 17 matchs l'année passée. J'ai passé l'été à dire à l'agent, Pat Morris, j'ai dit, hey, soyons ouverts d'esprit ici. Le kid a joué 17 matchs. Moi, dans ma tête, il venait au camp. Je donnais au moins ses 9 matchs, puis allons voir comment il se débrouille. Mais c'était une option de le retourner à Erie dans OHL, puis qu'il joue au championnat junior. Puis c'est vrai, il est passé en 3 mois de potentiellement retourner junior à championnat junior, d'être un des derniers gars sur l'équipe olympique. Il a fallu être sur l'équipe olympique. Il est à un joueur d'être sur l'équipe olympique. Donc, la progression, est-ce que je pensais qu'elle allait devenir ça? Oui. Est-ce que je pensais qu'elle allait devenir ça si vite? Personne ne l'aurait prédit. Le jeune, j'ai jamais vu un défenseur de 18 ans comme ça. Honnêtement, c'est... Tu sais, des fois, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois chanceux dans ce job-là. Ouais. On a été chanceux. Tu sais, ça aurait pu être une année que tu n'as pas un franchise player comme ça au premier choix. On l'a eu, mais je pense que, tu sais, il y a aussi, je pense qu'on l'a bien rentré. On a des bons vétérans autour de lui. Puis Patrick, ce que j'aime, lui, il s'en fout de l'âge. Il n'a pas peur de faire jouer les jeunes. Puis il y a beaucoup de coachs, des fois, qui ont peur un peu. Ah non, on va faire jouer vétéran. Le jeune, il est jeune. Ouais. Il est jeune. Puis il en a fait des erreurs de jeunesse, puis il va en faire encore. Mais Patrick, il n'a pas peur. Puis c'est drôle parce que on parlait de ça, puis là, au 3e match, là, je le vois à la fin du match, il y a 26 minutes de temps de jeu. Là, je descends, je dis, as-tu besoin de jouer 26 minutes? Puis, habituellement, tu attends au 9e match, tu appelles le DG dans la Ligue américaine, dans la Ligue junior pour lui dire, hey, je te renvoie ton joueur, ou comme les joueurs au camp d'entraînement, quand je les renvoie, tu appelles le DG. Puis là, je l'ai après son 6e ou 7e match, je me rappelle, j'étais à Philadelphie, je marchais, j'allais prendre une marche, puis j'ai appelé le DG, j'ai dit, ouais, je t'appelle pour Schaefer. Regarde, je pense pas vous le renvoyer. Tu sais, il n'y avait pas l'air de... Ben, c'est sûr. Puis quand j'ai commencé à le voir jouer 25-26 minutes, je me suis dit, on le reverra pas. Puis ce qui est encore plus drôle, c'est qu'au mois de novembre, on est sur la route. Je reçois un texto de Scott Salmon de Hockey Canada. Il me dit, hey Mathieu, quand t'as la chance, peux-tu me rappeler, je vais te parler de Schaefer. Puis là, il m'écrit un 2e texto tout de suite. En passant, c'est pas pour le World Juniors. T'sais, dans le sens qu'ils veulent l'ajouter sur la liste de testing pour les Olympiques. Oui. Là. Parce que quand il m'appelait, il n'y avait aucune chance qu'il aille au championnat junior en passant. Là. Non, j'imagine pas. C'est drôle comment les choses changent. Fait que oui, tout ça, est-ce que ça aide à échanger Noah? Probablement, mais bien qu'un est gaucher, l'autre est droitier. Est-ce que j'aimerais aimé ça avoir les deux dans l'équipe? Absolument. Mais, puis comme je te dis, peut-être qu'on va dire, sais-tu quoi, son contrat, c'est un très bon contrat, puis j'aurais dû y donner.
On ne sait jamais, mais il ne faut pas avoir peur. Montréal ne regrette pas. Moi, je ne regrette pas du tout parce que même les joueurs que j'ai repêchés à 16-17, les deux, un, il a gagné la médaille d'or championnat junior avec les Suédois. L'autre, c'est un défenseur robuste, mais il a 22 buts comme défenseur dans la OHL cette année. Donc, je suis très, très excité, ces deux prospects-là. Et ça, tu m'amènes où ce que je voulais aller. C'est ça qui m'intéresse, moi, beaucoup dans cet échange-là. Parce que le Canadien l'a fait un peu avec Michael Hage. Avant la journée du draft, ils ont avancé dans le repêchage quelques rangs, puis ont sélectionné Hage. Quand les Islanders ont fait la transaction, vous allez chercher le 16e, 17e choix au total. Dans des meetings que vous avez de draft, là, OK, à quel point vous avez l'info nécessaire pour dire on peut être 100% sûr, mais on est 95% sûr que ces deux joueurs-là que tu viens de mentionner vont être disponibles à 16 et 17, ou est-ce que on lance un dé puis on va espérer qu'ils soient là? Vraiment, tu ne sais jamais à 100%. Incluant le premier choix repêchage, il y en a qui ont plus de chances que d'autres. Je suis quand même confiant pour eux. Puis encore pire, fait que 16 et 17, on a des draft value charts. Chaque choix repêchage, c'est quoi le pourcentage qui deviennent un joueur de Ligue nationale, puis on a nos propres critères. Qu'est-ce que je considère un joueur de Ligue nationale? C'est pas quelqu'un qui joue un match, parce que ça, c'est remplaçable. Puis même une carrière comme la mienne, je considère pas ça un joueur de Ligue nationale. Oui, je joue dans Ligue nationale, mais c'est comme je suis remplaçable. Donc, j'ai un certain minimum de matchs, de minutes de jouer, tout ça en moyenne. Dans le fond, tu essaies de repêcher des top 9, top 4 premiers gardiens. Parce que tu vas avoir des joueurs que tu projettes être top 9. Tu sais, moi, comme je joue au dépisteur, j'ai dit, dites-moi pas que le joueur, là, son plafond, c'est un joueur 4e trio, je le repêcherai pas. Parce que les chances, c'est que les joueurs que tu repêches pourraient être dans le top 9, mais il y en a qui vont pas se développer autant, ils vont devenir tes joueurs 4e ligne. Fait que je veux le plus haut plafond, là. Tu sais, si le plafond, là, c'est un call-up ou... puis la réalité, c'est que la plupart des joueurs qu'on repêche ne joueront pas dans la Ligue nationale, mais est-ce qu'ils ont un atout quelconque pour dire qu'ils peuvent devenir ça? Mais encore pire, il y avait un joueur local, James Higgins, qui joue à Boston College. C'est un gars de Long Island. Ici, il y avait des collants, là, Bring Higgins Home, tout ça, mais c'était pas... Pour moi, c'était même pas proche. Un an plus tôt, c'était lui, là, le consensus numéro 1. Oui, je me souviens. Je ne voyais pas un très bon vite, joueur. Là. On l'avait à un certain endroit sur notre liste que... là, quand il a dépassé de 2 rangs où est-ce qu'on l'avait sur notre liste, j'ai appelé les deux équipes qui repêchaient. J'ai dit, je te donne mon 16-17 pour ton choix. Puis les deux équipes m'ont dit non. Il allait repêcher. Puis, c'est quoi? Les deux joueurs qu'on a repêchés, on les avait dans le top 10 sur notre liste à nous. Est-ce qu'on a raison? On ne sait pas. Fait que c'est drôle parce que des fois, l'échange qui n'a pas fonctionné. Puis après ça, là, rendu à 8-9, là, la valeur des choix ne marche plus. Fait que j'essayais plus. Puis là, vu que j'ai gardé mes deux choix, aujourd'hui, je n'échangerais pas mes deux joueurs pour le joueur. Fait que des fois, c'est... des fois, des bons échanges, c'est sûr que tu ne fais pas aussi. Là. Parce que je pensais jamais que ces joueurs-là allaient être là à ce moment-là. Là. Tu sais, de notre liste, on dit non, au pire, ils partent 12e, 13e dans ce coin-là. Puis les deux étaient disponibles à 16 et 17. Donc, tu sais, c'est un no-brainer de prendre les deux. Pour les joueurs, là, c'est quoi, selon toi, les critères principaux pour choisir une équipe, pour signer un contrat, pour les joueurs? Là? Les joueurs, mettons, les agents libres? Oui, mettons agent libre, là, quand tu vas... Ou prolongation de contrat, un pending UFA, ou... Comme... Ben, pour moi, c'est les joueurs que je veux, c'est ça, parce que je vois que j'ai une chance de gagner. Tu sais, ceux qui vont juste rechercher l'argent, même s'ils vont à un endroit qui n'ont aucune chance de gagner, tu te dis que leur motivation est à la bonne place. Mais je ne blâme pas personne pour aller chercher leur argent, puis regarde, la carrière est très courte, va chercher ton argent. Je pense que la culture de l'équipe, comment tu traites les joueurs est immense. Tu sais, les joueurs, là, tu sais, moi, j'essaie d'aller... Tu sais, on traite vraiment bien les joueurs, que ce soit les installations. Tu sais, on a 3 chefs à temps plein, on les nourrit de la façon qu'on voyage. Ma personnalité avec les joueurs, tu sais, tout le monde doit... Une des entrevues que j'ai faites avant les Islanders, quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on engage Julien 2.0 ou Julien Brisebois 2.0. J'ai dit non, est-ce qu'il y a plein de choses qui sont semblables? Bien sûr, j'ai appris de Julien. Mais Julien a sa personnalité, moi j'ai la mienne. Si j'essaie d'être comme Julien, je ne serai pas authentique, le monde va te regarder. T'es quoi? Puis si Julien essaie d'être comme moi, c'est pas lui non plus. On a des personnalités différentes. Donc, moi, ma façon de gérer, c'est que je parle beaucoup aux joueurs.
Puis moi, c'est jamais, là... Jamais quand j'ai commencé à jouer, là, tu voyais le DG, là, tout le monde était... Ah, je veux pas parler, c'était comme l'autorité, puis tout le monde... excuse-moi, t'as succédé à Lou Lamoriello aussi, là? Ben, exactement. Je veux dire, ça, on n'en a pas parlé, mais ça a dû être un méchant contraste. Oui, c'est vrai. C'est un très, très gros contraste. Puis il y en a d'autres que... Tu sais, mettons un joueur, je suis pas bien, là, aller une discussion avec lui, là... Ton message, c'est que tu dois mieux jouer. Mais ton message, c'est tu as une discussion avec le joueur ou tu le menaces, là. Hey, là, si tu joues de même, je t'envoie des mineurs. Tu sais, c'est le même message. Moi, je crois plus à l'approche, comme je dis des fois, hard on issues, soft on people. Tu sais, j'ai des standards. Ben oui. C'est Getting to Yes. C'est Getting to Yes de William Ury. C'est l'approche de négociation que j'adore aussi. Puis même parler avec les joueurs, moi, je leur parle. On a la cédule, on fait tout le voyagement. Des fois, en Californie, on part 2 jours d'avance. Cet été, là, on avait tout commencé avec le monde de travel, faire les voyages. On avait 5-6 points dans l'horaire qu'on n'était pas sûr. C'est moi, là, j'ai fait un Zoom avec mes 4-5 leaders. Je dis, hey, voici les choses, qu'est-ce que vous pensez? Je prends leur opinion, fait que tu les amènes comme ils font partie de la décision, ils sentent qu'ils font partie de la décision, puis je fais pas ça pour leur faire « Ah, ils se sentent comme ça », je le crois. On up to it. Tu veux arriver 2 jours d'avance, mais hey, on est mieux de performer parce qu'on y va 2 jours d'avance. Fait que moi, je communique énormément avec les joueurs. C'est mon approche à moi. Il y en a d'autres que c'est l'inverse. Ils parlent pas régulièrement aux joueurs. C'est « Hey, moi, je suis le GM, vous êtes le joueur. » Mais ceci dit, il faut que tu sois capable de séparer. Tu sais, je vais prendre une bière avec les gars, puis body, je vais faire des jokes avec eux autres. Mais ils savent que quand je dois faire une décision, je vais prendre la décision. Comme en début d'année, Matt Barzone, on l'a scratché pour un match parce qu'il est arrivé 2 minutes en retard au meeting le matin. Pour ça, moi, c'est des non négociables. Je m'en fous, t'es qui. Puis on le faisait à Tampa. Tu sais, l'année passée, on a scratché Braden Point. En février, on était 1 point en arrière de Boston. On jouait à Boston, on est arrivé en retard. Il a été scratché. Pour moi, la culture. Un match ne vaut pas la culture. C'est plus important de garder ta culture que de gagner un match individuel. On l'a perdu ce match-là. J'ai une question. Ben oui. Puis par la suite, on s'est mis à gagner. Est-ce que je me trompe là, ou c'est avec votre équipe qu'on n'avait pas le droit d'avoir une barbe, puis qu'il fallait avoir... il y avait tout là, le côté physique. Là. C'était quoi les règles? Là? C'était quoi pas de cheveux longs, pas de barbe. Les joueurs ne choisissaient pas leur numéro non plus. Puis c'est une vieille approche militaire que « What are you willing to sacrifice for the team? » Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour l'équipe? Puis c'est correct, ça marchait avec Lou parce que c'est sa personnalité et tout. Moi, j'y crois pas. Puis, tu sais, quand j'ai... Donc, t'as changé ça? Tous les joueurs cet été, là, je pourrais dire en français, mon low-hanging fruit que je pouvais aller chercher avec les joueurs, avant de raccrocher, hey, en passant, je m'en fous que tu as une barbe, tu t'as poussé les cheveux, tu sais. Puis, tu sais, pour moi, c'est drôle parce que quand je disais, j'ai parlé avec notre... une raison dans les entrevues, puis quand je parlais de propriétaire, tu sais, j'ai dit, moi, mon approche, c'est que, tu sais, Matthew Tkachuk, Brad Marchand, là, si tu suppresses leur personnalité, il va être encore bon, mais il va être moins bon. Je dis, à un moment donné, il faut que tu laisses les joueurs être eux-mêmes, mais à une limite. Tu peux pas devenir un sideshow, là, que c'est pas pour toi, mais let them be themselves, tu sais, il faut laisser... Parce que, comme je te dis, Tkachuk, Marchand, c'est des excellents joueurs, mais si tu enlèves leur personnalité, des fois, tu te dis, voyons, je pense pas qu'ils sont aussi efficaces. Ils sont très bons quand même, mais il faut que tu laisses les joueurs être eux-mêmes. Moi, je crois à ça. Puis, tantôt, dans ce que tu dis, tu sais, comme les joueurs, ils savent que tu as des décisions à prendre, tu vas les prendre, mais je trouve que ça envoie un message de respect pour l'intelligence des joueurs. Tu sais, le fait que tu es chumé puis tu te prends une bière avec les gars ou jaser, les gars, ils comprennent le rôle que le DG a. Puis je trouve qu'au contraire, cette relation de proximité-là, où ce que tu peux montrer le côté humain, comme tu dis, soft on the people, hard on the issues, ben, c'est tellement une approche qui est importante quand tu amènes dans des négociations puis dans une culture d'équipe. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant. Mathieu, c'est clair que tu disais que tu avais 20-30 demandes là, pour travailler avec toi. Là. C'est pas juste parce que tu es DG, c'est parce que c'est toi. C'est ta personnalité. J'ai l'impression que les gens veulent travailler avec toi parce qu'ils savent que tu es comme ça. La personne qui a joué avec il y a 20 ans, qui a joué un demi-shift avec, peut-être moins. Mais je pense qu'il y en a que oui, je pense qu'il m'apprécient personnellement. Mais il y en a d'autres, c'est juste qu'ils cherchent un job. Là.
Ben, moi, j'aimerais ça travailler avec toi. Ben, tu sais, je veux dire, parce que là, je comprends ta personnalité. Là. Comme tu parlais de l'approche, le meilleur exemple, comme je te dis, quand Matt Barzal, on lui a dit de pas jouer le matin, là, je suis pas allé le voir, il donne de la merde. Il est venu me voir, il dit, hey, I screwed up, tu sais. Il dit, what's going to happen? Je dis, well, you're not going to play tonight. J'étais avec ce ton-là, tu sais. Ouais. J'ai dit, tu sais, il y a des choses qui sont non négociables, puis I'm not mad at you, mais on a des standards, puis that's it, tu sais, puis we moved on, là. Tu sais, puis c'est la même affaire, je suis pas allé donner la main. Ça m'écœurait de le scratcher, Matt Barzal, là. J'ai pas fait avec plaisir, là. Tu sais, on a moins bonne chance de gagner le match quand il est dans l'alignement ou pas, là. Mais pour moi, c'était important, puis surtout, c'était en début d'année, c'était au mois d'octobre. C'est drôle parce que des fois, je me dis, ça aurait été plus facile avec c'était un joueur 4e ligne, tout ça, tu sais. Ah oui. Mais d'un côté, dans la malchance qu'on a perdu un bon joueur pour le match, pour moi, ça a envoyé un plus gros message que 100%. de la vedette de l'équipe, tu sais. Puis regarde, ça fait des petits, parce que quand on l'a fait, j'y ai dit, puis il dit, je comprends, je sais que vous l'avez fait avec Pointe à Tampa l'année passée, tu sais. Fait que le monde à travers la Ligue le savent déjà ce que la culture de Tampa. Fait que c'est ça que j'essaie d'amener un peu, puis... Tu sais, les autres joueurs, surtout de nous voir, ils étaient tous corrects avec ça. Puis ils savent là, que y a des choses qui sont non négociables. Pour moi, c'est juste une question de respect. Pour moi, un de mes plus gros pet peeves, c'est être en retard. Je déteste être en retard. Puis quand on a une rencontre, ça m'énerve quand le monde sont en retard. Si on dit qu'on se rencontre à 6 heures, on se rencontre à 6 heures. Oui. Tu sais, bien que je suis arrivé j'étais presque à 9h16 en vous rencontrant, là, mais... Parce que j'ai de la misère avec mon Internet, là, mais... Correct, on n'allait pas annuler l'entrevue, là. On a encore le temps, je pense, pour 2 questions, Jen. Vas-y. Moi, je voulais parler un peu de... En fait, 3 questions, si on peut se le permettre. Okay? Vas-y. Tu en as parlé tantôt, tu crois pas au rebuild. Tu crois pas aux reconstructions. Moi, j'ai des chums avec qui j'ai un pool de hockey, qui sont des grands fans de hockey. Ça les a fascinés, cette décision-là d'Islanders de ne pas entreprendre une reconstruction. C'est quoi votre vision, toi, ta vision, mais celle de l'organisation, sur la direction que vous avez décidé de prendre avec l'Islanders, de dire on fait pas de reconstruction. Comment tu vois la différence? Bien, je sais pas, la reconstruction, il y a 2 choses. Il y a une reconstruction que, OK, tu pousses pas par l'avant, tu fais juste rester là, puis, tu sais, au deadline, tu échanges peut-être tes UFA, tes choses-là pour aller chercher des... Mais moi, je te parle de ceux que quand tu burn it down to the ground, là, que, premièrement, avec le roster que j'avais, j'ai Barzal signé pour encore 5 ans après cette année. Même chose pour Bo Horvat, Adam Pelech, Ryan Pulock, Ilya Sorokin. Tu sais, j'ai un gardien comme ça, j'ai Jean-Gabriel Pajot. Tu sais, mes centres sont Barzal, Horvat, Pajot. Tu sais, ça m'aurait pris 2 à 3 ans de le détruire. Au moins 2 ans. Pour après ça, tu sais pas combien de temps. Tu sais, il faut que tu sois chanceux aussi que quand tu repêches premier, premièrement, il faut que tu gagnes la loterie. Il faut que ça soit une année que tu as un joueur générationnel et tout pour faire une grosse différence. Donc, ça veut pas dire que je double down puis que je vais échanger tous mes choix première ronde des joueurs de 33 ans parce que je pense qu'on va gagner. C'est pas ça. C'est juste que moi, je crois pas. Il y a un élément de chance dans notre job, mais je veux pas baser mes décisions sur la chance. Donc, si tu fais une décision de carrément rebuild, faut que tu sois mauvais dans la bonne année, que tu gagnes la loterie. Il y a trop de choses qui sont laissées à la chance. Donc, avec l'équipe que j'avais, puis on avait Schaefer qui s'en venait, puis là, j'ai été capable d'aller chercher 2 autres choix première ronde. Donc, je sentais que, tu sais, la plupart de mes corps sont ici encore pendant 4-5 ans. Fait que par le temps qu'eux vont avoir fini, mes prospects que j'ai repêchés, ça va être à leur tour. Fait que je sens juste qu'on est dans une bonne fenêtre de... Est-ce que je suis un playoff contender présentement? Oui. Est-ce que je suis aussi fort que Tampa, Colorado? Probablement pas. Mais en série, tu sais jamais. Donc, puis, veux pas, avant de gagner, là, souvent, tu perds en série. Fait que je veux que les Schaefer, les Keller Mitchie, ces gars-là vivent les expériences de série. Puis, si on se rend en finale de la Coupe Stanley, tant mieux. Parce qu'on a le gardien, puis on a quand même une bonne profondeur. Mais est-ce que je vais aller d'ici la date limite échanger tous mes choix première ronde pour des rentals? Non, je ne le ferai pas. Est-ce que je suis prêt à échanger J'ai 2 choix première ronde qui s'en viennent. Est-ce que je suis prêt à en échanger un pour un joueur qui m'aide cette année, quelques autres années? All day long. Tu sais, le choix repêchage, là, c'est une façon d'acquérir un joueur. Que tu l'utilises pour repêcher ou que tu l'utilises dans un échange pour aller chercher un joueur, it's one way to acquire a player. C'est une façon. C'est un asset. Tu sais, moi, je vois ce que Floride ont fait. Là. Ils ont donné des choix première ronde. Bill Zito qui est arrivé pour Reinhardt, pour Bennett. Des joueurs de cet âge-là, je vais le faire demain matin. Si d'ici le deadline, j'ai ces opportunités-là, je le fais demain matin. Ceci dit,
vu que j'ai les joueurs signés, puis n'oublie pas, cette année, en plus, j'ai perdu 2 joueurs pour le reste de la saison, là, Palmieri et Romanov, qui sont 2 gros morceaux, puis on est quand même où est-ce qu'on est présentement. Ces gars-là reviennent l'année prochaine. Schaefer, il a une année d'expérience de plus. Ritchie, une année d'expérience de plus. Là, j'ai des Aitchison qui deviennent pros. Est-ce qu'il va faire l'équipe ou non? Je ne sais pas. Même si dans la Ligue américaine, est-ce qu'il se ramasse avec nous en milieu d'année? Notre Suédois, Klund. Fait que là, je pense que j'ai l'âge de mes joueurs, bonne transition, que je peux continuer à être relevant, être dans une série, mais graduellement rentrer des jeunes, tu sais, les joueurs plus vieux, même quand leur contrat fini, mais peut-être qu'on passe à autre chose, puis c'est les jeunes qui le remplacent. Donc, c'est mon approche. Excuse-moi, c'est une longue réponse. Mais... Non, mais c'est super bien. C'est vraiment très généreux. On comprend. Puis juste pour confirmer, parce qu'on en parlait au début d'émission avant que tu arrives, là, c'est-tu confirmé, Bill Daly, on a mentionné en septembre, là, mais c'est-tu confirmé que vous devez être cap compliant pour les séries ou c'est encore mais en c'est juste les négociation? 20 joueurs qui sont sur le roster cette game-là. Dans le match. Dans le match. Fait que, tu sais, habituellement, pendant la saison, c'est 23 joueurs, parce qu'en série, t'as plus de roster limit, puis t'as plus de... faut que les 20 patineurs. Les 20 patineurs. Puis il y a une couple de règles de ça que je peux pas dire que je suis capable de la façon qu'ils l'ont faite. Par exemple, tu sais, nous, pendant la saison, tu accrues du cap space. Si tu as 1 million en dessous du cap, mettons, en début d'année, si tu dépasses pas le cap en long-term IR, au deadline, c'est comme un joueur de 4 millions parce qu'il te reste 1 million à payer sur le joueur. Mais là, présentement, fait que si tu vas chercher un joueur au deadline, que toi, tu payes 1 million, c'est quand même son 4 millions qui compte ça. Je peux pas dire que je suis d'accord avec cette approche-là. Ah ouais, OK, ils prennent pas le prorata de ce qui reste, ils prennent la valeur totale du deal. J'aime pas ça, mais c'est juste 20 joueurs. Qu'est-ce qui va arriver? Il va peut-être des équipes que mettons, tu as un backup qui fait 2-3 millions, mais ils vont se dire, bon, mais je le ferai pas jouer parce qu'il est sur le banc. Fait que, d'après moi, il va y avoir des tweaks au fil des années pour régler ça. Là. Je comprends. Puis, on a le temps pour une dernière? Ben, peut-être sur les Jeux olympiques? Ben, les Jeux, puis je voulais juste peut-être une question plus commerciale. OK. Parce que les Islanders jouent dans un marché quand même particulier. Là. À New York, on a les Jets, les Giants, les Nets, les Beaucoup Knicks, d'équipes. les Yankees. Excuse-moi, Sacha, je sais que tu vas pouvoir le couper. Tu me donnes-tu une seconde pour brancher mon ordinateur? Pas trop. Tu vas pouvoir l'ajouter, oui? On va recommencer la question. Ben oui, il n'y a pas trop. Après. Correct? Ben oui. Sauf qu'on ne pourra pas faire la pub, par exemple. Non, mais c'est ça. OK. Excusez-moi, j'avais pas regardé mon... Pas de trouble. On n'est j'avais pas en regardé direct. mon ordinateur avant de commencer. J'aurais dû le brancher. Mais moi, j'adore. Ça fait comme les coulisses de... Il n'y a pas de trouble, Mathieu. On n'est pas en direct. C'est pour ça que je me suis dit que ça ne dérangeait pas. Puis je voulais pas qu'on coupe au milieu d'une réponse. Non, c'est ça. Non. Il nous reste 2 questions après parce que Geneviève, à travers Radio Cannes, fait qu'elle va devoir y aller après pour son show. J'anime les Jeux olympiques, fait que je m'en vais. Mais ma question, c'était... Les Islanders jouent dans un énorme marché de sport. Okay? Oui. Il y a les Jets, les Giants, les Nets, les Knicks, les Yankees, les Mets, les Rangers et les Islanders. Sans compter la MLS, sans compter la WNBA. T'sais. Broadway. Pardon? Broadway, les shows sur Broadway. Le dollar d'entertainment. Le dollar entertainment. C'est quoi votre stratégie d'organisation pour se démarquer? Puis à quel point, toi, tu es impliqué dans cette stratégie-là? Mais probablement, mon prédécesseur, lui, il croyait pas au content, là, les réseaux sociaux. Les joueurs ne pouvaient même rien poster réseaux sociaux. Il n'y avait rien qui se faisait côté marketing. Là, on a parti un peu comme le 24CH. On appelle ça On the Island. C'est 6 épisodes behind the scenes. Il y avait des caméras dans notre draft room et tout ça. J'ai le dernier mot sur ce qui se fait montrer. Juste parce que des fois, le monde ne comprenne pas, mais je veux jamais qu'un joueur paraisse mal. Ouais. Comme dans le premier épisode, à un moment donné, on me filmait, mettons, dans le draft room, que je sac. C'est pas un big deal, mais je suis pas besoin de voir le DG sacré. Fait que, j'ai quand même c'est pour ça qu'ils me mettent comme executive producer à la fin ou quelque chose comme ça. Là. C'est rare que j'enlève des choses, honnêtement. C'est juste pour protéger l'organisation. Donc, on fait des choses comme ça. On a... Nos gens de réseaux sociaux, ils en font beaucoup maintenant. Puis, honnêtement, dans un marché comme New York, c'est la victoire. Puis, c'est pour ça que mes propriétaires, présentement, les 2 autres équipes de New York ont un petit peu de misère. Donc, ils veulent qu'on embarque sur ça. Puis, honnêtement, Matthew Schaefer a fait une immense différence. Il y a le gros sports radio de New York, le WFAN, là, qui est le immense sports radio. Alors, retour à la maison l'autre fois, parce que ça a passé en ligne. Le gars, il disait... il parlait de Schaefer, il venait d'avoir 2 buts ou quelque chose comme ça. Puis, il disait... Jalen Bronson, Aaron Judd, be careful, Matthew Schaefer is coming from the crown of King of New York. On commence à parler de nous autres comme ça.
sais, avec Jalen Brunson et Aaron Judd, là, tu sais, c'est cool. C'est comme un peu un drive to survive, là, tu sais. Oui, mais il y a beaucoup d'équipes qui font ça. Je pense que les Blues, ils appellent ça on the bees, des choses comme ça. Donc, c'est juste montrer un peu, là, connecter avec les joueurs. On fait des événements avec les partisans qu'ils ne faisaient pas avant. Tu sais, moi, je suis dans les meetings avec le monde de business à toutes les semaines. On fait un meeting par semaine. Moi, je donne un petit update sur le hockey, dis ce qui se passe. J'ai eu un meeting de propriétaires vendredi avec les 5 propriétaires puis le président de l'équipe. Parce que le hockey, c'est différent. Tu as le président d'un côté business, mais moi, je me rapporte pas au président, je me rapporte au propriétaire. Les deux, on se rapporte au propriétaire. Mais on essaie de... Il y a beaucoup de silos dans le monde du sport, mais on essaie de rapprocher ça. C'est ce qu'on faisait à Tampa avec beaucoup de succès. Tampa, on est en Floride, puis c'est la séquence de sell-out le plus long de la Ligue depuis 2014, que tous les matchs à maison sont sold out à Tampa. Dans un marché comme la Floride, c'est impressionnant. Mais encore, la victoire, c'est le meilleur vendeur. Fait que cette année, regarde, on est rendu à 11 ou 12 sell-out consécutifs. Je pense qu'on va pas mal l'être le reste de l'année. L'année passée, il y avait genre 13 000 personnes par match. Fait qu'on... C'est ça. Il y a un fanbase, la Islanders. C'est une équipe avec beaucoup d'histoire. Oui, c'est certainement. Puis quand tu regardes Long Island, là, Stanley Queens, il y a 6 millions de personnes à Long Island. Là. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas de... Dans l'étiquette, là, on était bas. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas plus haut. Tu as presque le Québec sur Long Island. Là, hey, Mathieu, un énorme merci, honnêtement. Là. J'ai lancé une bouteille à la mer. Je sais que tu es très occupé. Même les vacances, pour moi, c'est un temps important. Tu prends du temps en vacances pour nous. Pour moi, c'est un honneur. Je sais que pour Jen aussi, que tu participes à l'émission. Tu as été super généreux, en plus. Ouais, les gens vont triper à entendre les réponses. Fait que merci beaucoup. Puis, plaisir de se recroiser prochainement. Continue ton bon travail. Les Islanders sont chanceux de t'avoir. Puis, secrètement, j'espérais que tu pognes une job de DG bientôt. Quand j'entendais ton nom circuler, je disais qu'une équipe va comprendre qu'ils vont faire un bon choix avec Mathieu. Puis finalement, les Islanders l'ont fait. Oui, puis on se reverra en Beauce ou dans les Bahamas. Si vous passez par New York, dites-moi là, ça va me faire plaisir de vous accueillir. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Merci.